Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Elle disait ce matin, regardez, un directeur de la préfecture de police a dit que c'était faux. Il dément. Quelques heures plus tard, on le répète à peine. On dit, regardez, les images tournent en boucle d'une scène inadmissible et que je condamne. Je ne vois jamais la scène d'avant, la scène d'après. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? S'agissait-il d'individus qui buvaient gentiment un café en terrasse? Que s'est-il passé juste ensuite? J'ai cru comprendre qu'il y avait des images. Ou sont-elles montrées avec la même volonté de rechercher la vérité et d'apporter de manière équilibrée les faits? Non. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. C'était donc Emmanuel Macron, l'été dernier, sous le choc de l'affaire Benalla, une sorte d'antiphrase du président de la République qui disait combien il craignait une presse qui trouve les vérités que le pouvoir cache. Fabrice Arfi, donc co-animateur responsable du pôle enquête de Mediapart avec Michael Achdenberg, cette phrase nous a paru comme, j'ai dit, une antiphrase qui résume tout ce dont on parle ce soir, c'est-à-dire cet agenda d'un pouvoir qui, en fait, veut essayer d'entraver ceux qui produisent des vérités qui le dérangent. On est, par rapport à cette vidéo, le 24 juillet 2018, on est 6 jours après les premières révélations du Monde sur, on va appeler ça la saison 1 de l'affaire Benalla, c'est-à-dire le fait divers un peu politique du collaborateur du chef de l'État qui, déguisé en policier, tape des opposants au dit président de la République. Et je crois que, en tout cas c'est mon interprétation, qu'en fait, ce jour-là, Emmanuel Macron, par son discours, incarne un moment populiste. Il se présente souvent comme le rempart contre les populismes. Dans ce discours-là, qui est, je crois, qu'un discours qui restera dans son quinquennat, il s'est non seulement attaqué à la presse avec, comme tu le dis très justement, une antiphrase en disant qu'elle ne cherche plus la vérité, alors que sans la presse dans l'affaire Benalla, on n'aurait pas connu précisément les vérités que le pouvoir et l'Élysée voulaient cacher, mais il s'est aussi attaqué au Parlement, à l'Assemblée nationale, et il s'est aussi attaqué à la justice. Donc nous avons le premier magistrat de France, le chef de l'État garant des libertés, qui, dans une même geste, s'en prend à tous ceux qui font les contre-pouvoirs institutionnels ou citoyens dans une démocratie, la presse, la justice et l'Assemblée nationale et le Parlement. Je crois que c'est un moment populiste et révélateur de ce qu'est la réalité de parfois l'illibéralisme de ce qu'est le macronisme. Alors justement, je voulais qu'on termine donc avec toi, Fabrice, qui nous parle au fond de comment nous-mêmes nous sommes au cœur d'un enjeu qui est la création de la protection du secret des sources, des attaques contre nos sources. C'est donc à la fois la tentative de perquisition, les convocations dans le cadre de nos révélations avec disclose sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui servent à commettre des crimes de guerre ou voire contre l'humanité au Yémen, dans une sale guerre, et avec notre confrère Édouard Perrin, qui est responsable de première ligne. Donc, pas responsable, mais journaliste à première ligne. Journaliste, non, mais animateur, je voulais dire tête de gondole de première ligne, et qui a participé à beaucoup d'enquêtes, et notamment une enquête avec Cash Investigation sur les implants médicaux, implants de Pfizer, où il y avait plusieurs autres médias, dont le service public de radio et le journal Le Monde. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'attaque à notre secret des sources, et de l'autre côté, car c'est la première fois qu'a été mise en application par la Commission d'accès aux documents administratifs. Chez nous, en France, il n'y a pas d'accès direct, il n'y a pas de Freedom of Information Act comme aux États-Unis. Et nous savons bien, on doit faire des recours. Et donc, l'ACADA a refusé des documents dans le cadre de cette enquête en prétextant du vote de cette loi sur le secret des affaires pour l'empêcher. Donc, en résumé, d'un côté, on s'en prend à notre secret, qui est la clé de voûte de la liberté de la presse, le secret des sources, et de l'autre côté, ils verrouillent leur secret sur des enquêtes légitimes. Édouard ? En fait, ce qui s'est passé avec Le Monde, mais Le Monde travaillait avec nous, avec Radio France, avec
des dizaines de confrères étrangers, de titres étrangers, dans le cadre du consortium international des journalistes d'investigation, sur ces implants médicaux qui sont une terra incognita à peu près partout sur la planète. Et c'était l'absolu contraire d'un leak. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas une masse de données à traiter, on doit chercher ces données. Et donc évidemment, un des premiers outils qu'on actionne... C'était sur les ravages pour la santé de ces implants. Des implants médicaux, savoir quels accidents ils avaient causés, combien de fois on les avait rappelés, lesquels sont autorisés, lesquels ne sont plus autorisés et sur quelles raisons. Donc c'était chercher des données, faire du data. Comme des données ouvertes, chacun dans les pays respectifs, et voir ce qu'on pouvait avoir. Moi, quand j'ai su qu'on allait devoir demander ces données-là en France, par expérience, on sait très bien que c'est difficile, qu'on n'allait pas les avoir. Et il se trouve qu'une des démarches, c'était de contacter le seul organisme. Alors, ça va peut-être être un peu compliqué, mais il se trouve qu'il y a un organisme, ça s'appelle un organisme notificateur, qui est chargé de chapeauter tout ça. En France, il y en a un, et il est public. Enfin, c'est une structure quasi publique, mais il est public. C'est le LNE GMED, et c'est celui qui reçoit et qui émet les certificats de conformité ou ne les émet pas. Et donc, évidemment, la démarche, c'était lesquels avez-vous refusé, est-ce qu'on peut avoir la liste? Tout ça prend des mois, et je vais résumer la situation, mais en gros, la CADA dit non, recours, et non, finalement, vous ne les aurez pas. Donc ça tombe, je crois, le jour pile de la publication de l'enquête. Vous ne les aurez pas pour tout un tas de raisons, dont le secret des affaires. Et là, ça résonne d'une manière assez particulière pour moi en tant que journaliste, parce que j'y ai été confronté à la fois au titre du collectif Informer n'est pas un délit, au moment de la transposition de cette directive. Donc, animateur de ce collectif, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, Informer n'est pas délit, dont on est partenaire. Vous avez fait un livre ensemble qui a protesté contre cette entrave liée au secret des affaires. Au secret des affaires. Et on surveillait un peu ce qui allait se passer. Et on a été un peu les Cassandres en disant non seulement la directive européenne n'est pas bonne, même amendée, elle est toujours très nocive. La transposition de la loi en France de cette directive est extrêmement dangereuse. Elle va au-delà même de ce que demandait la directive. Et même à l'époque, vous avez montré qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une loi française. L'Europe ne l'imposait pas, contrairement à ce qu'il disait. Donc on va très très loin. On avait pointé du doigt les dérives, le flou total sur le secret même, la notion de secret d'affaires. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est tout ce qui est protégé. C'est une loi tautologique, elle dit est secret ce que l'entreprise a dit que c'était secret. Exactement. Et donc on surveillait. Et c'est tombé a fortiori de la part d'un organisme quasi public, qui dit non, vous n'aurez pas accès à ces données, qui sont des données d'intérêt public. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus c'est la santé prépondérant que la santé comme intérêt public. Eh bien, pour des raisons de protection du secret commercial, vous n'aurez pas accès à ces données-là. Et je ne vais pas qualifier ça de divine surprise, mais c'est exactement le cadre dans lequel nous, on prévoyait que ce genre de choses arriverait. D'où la protestation de 36 organisations. Mediapart va rejoindre ça avec d'autres organes de presse. D'où l'intervention volontaire devant le tribunal administratif qui va devoir dire effectivement, est-ce que, puisqu'il y a des exemptions et des protections prévues dans cette loi qui doivent jouer, est-ce que ces protections jouent ou est-ce que là aussi nous avions raison en disant nous ne devrions pas nous-mêmes être concernés, nous journalistes, nous citoyens, nous chercheurs, nous ONG, parce qu'il n'y a pas que des journalistes dans cette affaire. Il y a des ONG qui travaillent sur les abeilles, qui aimeraient bien savoir quelles molécules sont produites par telle entreprise pour faire leur travail. Donc ça concerne tout un tas de... C'est le droit à l'information. C'est le droit à l'information du citoyen. Voilà. Du citoyen qui est en cause. Voilà. Et donc là, c'est un recours devant le tribunal administratif, et s'il est perdu, ce sera devant le Conseil d'État. Voilà. Mais c'est une bataille collective de toute la profession, des ONG, au nom de ce droit de savoir. Donc d'un côté, il y a cette loi sur le secret des affaires. On n'est pas encore à l'étape la pire, qui est d'aller se retrouver devant un tribunal de commerce, puisque c'est ça que prévoit la loi. On peut nous poursuivre devant un tribunal de commerce pour atteinte au secret des affaires. On peut, oui. Et dans d'autres pays, on peut se retrouver au pénal devant le tribunal, comme ça m'est arrivé au Luxembourg, pour violation de secret des affaires et blanchiment détention de secret d'affaires. Donc oui, ça peut aller très très loin. Ouais. Et au même moment, on s'en prend au secret des sources, Fabrice. Oui, c'est un peu la poursuite du discours de la Maison de l'Amérique latine d'Emmanuel Macron.
On est quelques mois plus tard, en février 2018, ici même, dans 4 février, dans cette salle. Alors, les hasards du calendrier, je mets des guillemets au hasard du calendrier, il se trouve que toi, à ce moment-là, qui est le responsable du journal, tu es en train de déposer comme prévenu au procès Baupin, donc tu n'es pas physiquement dans les locaux. C'est la fin de la grande conférence de rédaction du lundi. Et Lorraine, qui est à l'entrée du journal, Lorraine Melin, vient me voir en me disant « Fabrice, il y a un procureur qui arrive ». Alors, c'est pas banal qu'un procureur vienne spontanément au journal. Alors, peut-être qu'il avait des informations à nous donner. Et quand je le vois arriver, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une autre procureure et de 3 personnes dont j'apprendrai plus tard qu'ils sont de la brigade criminelle, pour qui est attaché au symbole. C'est quand même pas rien d'envoyer la crime dans un journal, dont le commissaire divisionnaire de la brigade criminelle. Et le procureur adjoint de Paris me dit c'est une visite domiciliaire, en d'autres termes, c'est une perquisition. Et donc là, nous sommes dans ce moment assez inédit, je crois, dans la manière dont ça s'est passé, d'une tentative de perquisition d'un journal, quelques jours après des révélations de Mediapart sur les fameux enregistrements d'Alexandre Benalla et Vincent Kras, qui révélaient à la fois que ces 2 protagonistes de la grande série Benalla et compagnie se sont rencontrés alors que la justice le leur interdisait, qu'ils ont imaginé détruire des preuves dans un certain nombre de volets de leur affaire, qu'ils avaient le soutien plein et entier de l'Élysée et que, surtout, c'est le volet pour nous le plus grave et le plus important de cette affaire, ils complotaient ensemble, y compris financièrement, pour mettre à l'abri ce qu'il ne fallait surtout pas que la police et la justice découvrent, à savoir leur lien d'intérêt avec un oligarque russe à la fois proche du Kremlin et lié, d'après plusieurs magistrats européens, à la pire des mafias de Moscou. Et donc nous révélons ça, qui met en difficulté évidemment le pouvoir, et le procureur de Paris, M. Rémy Yates, qui a été nommé dans des conditions qui ont fait sursauter à peu près l'intégralité de la magistrature, puisqu'il a été désigné à la place d'autres qui avaient été pourtant choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et par la chancellerie. Lui, il a été choisi d'un trait de plume par le président de la République. Et comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre Édouard Philippe, il voulait un procureur avec lequel il soit à l'aise. C'est l'expression d'Édouard Philippe, être à l'aise avec le procureur. Décide de, par cette perquisition, venir percer le sanctuaire qui est une rédaction pour une seule et unique raison, trouver les sources de Mediapart, trouver les sources d'un journal. Et évidemment, nous ne sommes rien. On fait ce métier bizarre de ne rien savoir, d'apprendre et de transmettre. Et donc, si on perd nos sources, on perd tout. Et cet événement a évidemment eu des conséquences pour nous, puisque bien que nous ayons excipé de notre droit de refuser la perquisition... Oui, parce qu'il n'avait pas été autorisé par un juge des libertés. Il faut faire un peu de juridisme, mais on était dans le cadre d'une enquête dite préliminaire. Dans ce cadre-là, le parquet, donc le procureur de la République est le directeur de l'enquête, mais il ne peut pas rendre contraignante une perquisition s'il n'a pas ce qu'on appelle un mandat du juge des libertés et de la détention. Qui est censé être un juge indépendant. Qui lui est un juge du siège, donc statutairement indépendant. Et là, il ne l'avait pas. Ils ne l'avaient pas, ils ont tenté le coup, voilà, donc je leur ai demandé tout de suite, est-ce que vous avez un mandat du JLD ? Il m'a dit non, je lui ai dit, vous ne passez pas le palier du journal et nous allons aller dans une autre... Le mot JLD est important, juge des libertés et de la détention, ça veut bien dire c'est la contrainte, c'est un juge. C'est la contrainte, ça veut dire s'il a le mandat du JLD, il peut rendre la perquisition contraignante et essayer de prendre les ordis, Je dis ça parce que tout le monde n'a pas compris pourquoi on a pu s'y opposer, en droit. Pour ça, en droit. On s'y est opposé, on est légaliste. Voilà. Voilà. Parce que s'ils étaient revenus avec un mandat du JLD, on pouvait mobiliser toute la profession. Mais... Voilà. Peut-être qu'on aurait, un peu à la manière du Canard enchaîné, fermé la porte du journal et tout le monde aurait oublié les clés. On aurait peut-être forcé la maréchaussée. Les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. C'est pas la peine de dire aux Russes. Non, mais parce que le Canard enchaîné avait déjà fait ça. Oui, donc il nous avait donné l'exemple. Voilà, on a perdu les clés, ce qui oblige en réalité le pouvoir judiciaire et policier à forcer la porte du journal. C'est
une autre décision que de décider de forcer la porte du journal devant toutes les caméras de télévision et les photographes. Le Canard enchaîné, en faisant ça, il y a déjà une dizaine d'années, avait réussi à empêcher à ce qu'un juge de Nanterre perquisitionne le Canard enchaîné. Voilà. Mais donc on est arrivé dans ce moment très particulier qui a d'ailleurs fait le tour du monde, cette tentative de perquisition. Ça a même fait des papiers de 5 colonnes dans le New York Times ou le Washington Post. Parce que, évidemment, c'est pas simplement la question de Mediapart, c'est une attaque fondamentale contre un droit qui est celui de déranger un pouvoir en place. C'est aussi ça le journalisme. Mais il faut bien voir qu'il s'inscrit, et c'est un peu la leçon de notre soirée, dans un précipité d'attaque concertée contre la presse en France qui est inédit. Si je fais le bilan de ce qu'on s'est raconté, la loi fake news, c'est un enfer pavé de bonnes intentions, où malheureusement le remède peut être pire que le mal. Le secret des affaires, qui n'est pas là pour protéger l'activité commerciale des entreprises, mais empêcher les journalistes d'informer sur l'intérêt public. Les auditions par les services, excusez du peu, de renseignement intérieur de journalistes qui prouvent les mensonges du gouvernement sur la guerre qui est considérée par l'ONU comme la pire catastrophe humanitaire du moment. L'audition également par les services de renseignement de la journaliste qui a révélé les premiers éléments de l'affaire Benalla, Ariane Chemin du Monde, et du président du directoire du Monde, Louis Dreyfus, la tentative de perquisition contre Mediapart, les violences policières contre un certain nombre de journalistes et la façon dont ils ont été empêchés de travailler, c'est-à-dire d'assurer cette liberté fondamentale, de montrer des réalités que certains ne veulent pas être montées, les déclarations de Cédric O sur un conseil de l'ordre dont Emmanuel Macron lui-même disait en mai 2017 que la dernière fois qu'il avait entendu parler de ça, c'était sous l'Italie fasciste de Benito Mussolini. La garde des Sceaux, Madame Belloubet, qui décide d'extraire, enfin qui dit vouloir appauvrir et vider de sa substance la loi de 1881, qui est pourtant la garante de la liberté d'informer en France depuis plus de 150 ans, et ce que je crois savoir, dans quelques semaines, une attaque venue du Parlement pour durcir les éventuelles violations du secret de l'instruction, desquelles parfois émergent des vérités que le pouvoir... Nous ne sommes pas tenus, théoriquement. Mais non, mais alors, voilà. Et donc, juridiquement, nous pouvons même présenter devant un tribunal... C'est précisément où je veux en venir, c'est que on voit bien que là, tous les pans de l'activité du journalisme, méthodiquement, sont attaqués pour nous empêcher. Mais nous empêcher, ce n'est pas nous, notre petit privilège corporatiste, c'est pour empêcher que ceux qui sont les juges de notre travail, en tout cas les premiers lecteurs, les citoyens, soient informés de ce qui leur appartient. Parce que nous, en fait, on va chercher des informations et les rend à ceux auxquels ils appartiennent. Et précisément, pour répondre à ta question, notre métier consiste à avoir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire même qui violent un règlement ou la loi pour nous les donner. Et donc on ne peut pas être considéré comme les receleurs d'une violation d'un secret commis par un autre. Si on considère que nous sommes les receleurs de cela, alors il faut qu'on pose les stylos. Nous sommes condamnés à recopier des communiqués de presse ou le journal officiel de la République ou le bulletin municipal de je ne sais où. Et on se retrouve dans un moment où, quand on fait des enquêtes avec des sources dites humaines, on nous dit « Ah, vous n'avez pas de preuves », puis quand on donne des preuves, on nous dit « Ah, mais vous êtes des receleurs ». Voilà. Et ça, c'est une stratégie pensée, concertée, pour que le journalisme ne soit plus qu'en réalité un accoucheur de la parole de ceux qui ont déjà la puissance de la communication. C'est pas comme ça que ce métier a été conçu et défendu. Édouard Perrin, informer n'est pas un délit, il regroupe différents journalistes de différents médias. Au-delà de participer à, par exemple, cette procédure pour mettre en cause ce verrou du secret des affaires, je rappelle que tant pour la loi fake news que pour le secret des affaires, notre profession avait demandé qu'il stipule que ça ne concerne pas le travail normal de journaliste. Et ils nous ont dit pas d'inquiétude, mais ils ne l'ont pas mis. Et comme ils ne l'ont pas mis, c'est bien que ça nous concernait. Ça, la même au-delà, on demandait que la loi ne soit appliquée qu'aux acteurs concurrentiels entre eux, puisqu'il s'agit de protéger de la contrefaçon ou du piratage. Donc, c'est pas seulement, je réitère parce que c'est très important, c'est pas seulement une affaire de journaliste, c'est quelqu'un qui est en mobilité entre deux entreprises. Il est astreint à la confidentialité, quid de ce qu'il sait. Peut-il bouger ou doit-il attendre 3 ans dans une masure dans les Cévennes avant de pouvoir retravailler? C'est l'ONG dont je parlais qui a besoin de ça. Et donc,
restreindre tout simplement le champ de l'application de cette loi qui est quand même majeure à des entreprises entre elles, ça aurait été très simple. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on a rencontré, que ce soit le rapporteur ou les conseillers justice à l'Élysée, chaque fois qu'on a exposé cette demande, cette proposition en fait, en disant nous on est absolument d'accord avec vous, il faut protéger les entreprises du piratage. Il n'y a jamais eu un seul argument, je veux dire un seul argument juridique à nous opposer pour ne pas avoir à le faire. C'est clairement quelque chose qui est le nœud de l'histoire. C'est pourquoi cette loi est censée être appliquée à des acteurs qui ne sont pas concurrents entre eux. Ben, c'est très simple, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette soirée. Avec ça, vous coupez des champs entiers d'investigation, de possibilités. Ouais, c'est évident. C'est la grande leçon de Machiavel. C'est qu'on ne regarde pas une loi de la manière vertueuse avec laquelle elle peut être appliquée, mais on doit la regarder de comment, de manière malveillante et malsaine, elle peut être détournée. Et c'est précisément tout ce qui a été le travail d'informer n'est pas un délit. Voilà. On n'était pas contre le secret des affaires. C'est-à-dire qu'on n'était même pas en train de dire il ne faut pas de secret des affaires. D'ailleurs, personne ici, je crois, ne dit il ne faut pas de secret en démocratie. Bien sûr qu'il faut du secret défense, bien sûr qu'il faut du secret médical, bien sûr qu'il faut du secret de la vie privée, bien sûr qu'il faut du secret de l'instruction, bien sûr qu'il faut, pourquoi pas, du secret des affaires. Le problème, c'est un problème de praticiens. Nous, on est comme ces militaires qui font, comment on appelle ça, des rétex, des retours d'expérience, de terrain. C'est qu'en France, on connaît ce pays, le secret, il est mal défini. Et donc ça, le secret des affaires le montre bien. Je veux dire, j'exagère à peine, mais une entreprise qui décide de dire que l'eau bout à 100 degrés, c'est secret des affaires, elle le pourrait quasiment. Bon. Et il est mal contrôlé. Donc quand c'est mal défini et mal contrôlé, c'est très facile de contourner le secret pour protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objet qu'il est censé protéger. Je crois... Je me souviens, il y a quelques années, au début des années 2000, quelques-uns dont vous faisiez partie, j'imagine, militaient pour un FOIA à la française, c'est-à-dire un droit d'accès à l'information, comme on l'a dans les avec les Paul Moreira, etc. Voilà. Le Freedom, il faut préciser, Freedom of Information Act existe aux États-Unis depuis 1967. En Angleterre aussi. Aussi avec des procédures qui sont des procédures. Ça n'a rien à voir avec la CADA, qui est une procédure et qui est ces autorités administratives indépendantes qui sont très imbriquées dans leur nomination au pouvoir exécutif, c'est indépendant, hein, vraiment, et ça donne... Alors ça n'empêche pas qu'il y a évidemment des gens qui essayent de cacher des choses qui ne devraient pas sceller, mais ça oblige à une culture démocratique de l'accès, je vous ai interrompu, à ce qui est... La non-communication est l'exception et la communication est la règle, en gros. Donc, juste pour finir, il y a quelques années, on militait pour ça. Aujourd'hui, ça montre à quel point la dégringolade est forte, oui. Est très forte, quoi. Je n'imagine même pas un tel mouvement revenir, quoi. On en est à éviter de glisser encore plus. Et je crois que ça dépasse ce qui se passe depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y avait des choses qui étaient déjà en suspens, des tentatives liberticides, une certaine vision du métier de journaliste, pour reparler de notre métier, qui était bien là. Et puis, ce que disait Emmanuel Macron, c'est vous ne cherchez plus la vérité, alors qu'en fait, c'est le journalisme qui emmerde, qui est visé. Excusez mes propos, mais c'est vraiment ça qu'il s'agit de viser, quoi. Non seulement vous ne cherchez plus la vérité, mais on a revu ça récemment dans l'entretien, montrer qu'il y avait cette présence et qu'en effet, c'est déjà avant qu'il soit au pouvoir, il faut revenir face au bouillonnement numérique, face au bouillonnement d'une presse indépendante comme la nôtre, à l'idée qu'il y a des sachants, des experts qui sont propriétaires de la vérité. Parce qu'à la fin de l'entretien qu'il donne à Mediapart le 5 mai, avant le second tour, on a retrouvé ça. À un moment, il dit, dans cette campagne, elle a été très violente, il y a eu beaucoup de mensonges, de calomnies, etc. La question de la vérité... Alors, pourquoi pas, la question de la vérité, nous, c'est notre métier. Mais là, il dit, il faut que la vérité, et il dit, en fait, c'est des sachants et des scientifiques.
les sachants et les scientifiques. C'est-à-dire que l'idée que de l'expertise des citoyens, du travail, de la population elle-même puisse venir la vérité, lui est étrangère. Donc c'est revenir à une sorte de pouvoir, pour reprendre la formule d'Orwell, le ministère de la vérité. C'est nous qui disons la vérité. Ma question qui rejoint votre pessimisme là, informer n'est pas un délit existe. J'ai posé la même question à Dominique Pradalier, figure du syndicalisme de notre profession. Quand même, le tableau qu'on a fait ce soir est très alarmant, dans un contexte mondial qui est très alarmant. On fait des appels, on fait des procédures, on fait des rapports, on fait tout ça, mais est-ce que là, il ne faut pas passer à une étape autre cet automne, à des mobilisations, à parler à la société, à faire une grande réunion publique de tous les collectifs concernés, dire que c'est une bataille démocratique vitale. Ça concerne aussi bien ceux qui font des vidéos dans les manifs pour voir ce qui se passe, apporter des preuves, ou dans les quartiers, que des enquêtes d'investigation, que l'indépendance de la presse, que maintenant la procédure juridique est le garantie de la loi de 1880. Est-ce qu'il ne faudrait pas, entre toutes les bonnes volontés concernées, passer, est-ce que informer n'est pas un délit, ne pourrait pas essayer de prendre cette initiative en rassemblant le plus grand nombre de bonnes volontés? C'est non seulement nécessaire, mais c'est vital. Je crois que l'adage « les cordonniers sont les plus mal chaussés » peut-être concerne le plus les journalistes qui sont soi-disant des experts de la communication et sont, enfin c'est mon expérience, les plus démunis quand il s'agit de parler de ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a un vrai travail, ça va au-delà de la pédagogie, je pense qu'il faut vraiment qu'on se regarde froidement et parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable, moi c'est mon expérience, qu'on n'est pas capable, des choses simples d'expliquer. C'est quoi notre travail, quels sont nos devoirs, quels sont nos droits et en quoi ça vous concerne. Moi, je suis allé dans des écoles, mais pas seulement. Les faits simples du métier ne sont pas connus. Si on n'est pas capable de communiquer ça, on n'est pas capable de communiquer les dangers qui sont bordés sur ce métier. Il faut commencer par là, il faut être très très humble. On part de très loin. Fabrice, le mot de la fin. Non, mais on est une profession dont il est habituel de dire qu'elle est massivement pas aimée, détestée. Avec des raisons de ne pas aimer des dérives médiatiques, de la pratique de certains journalistes, etc. Et on n'est pas pour les essentialisations de dire il y a les médias, voilà, il y a des médias, il y a des journalistes, il y a des gens formidables absolument partout. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Edoui, c'est une cause incroyablement consensuelle, en réalité. Et je pense précisément que les journalistes sont la solution. C'est-à-dire que quand on voit le président de la République qui dit nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, c'est l'inverse. Nous sommes la solution face aux mensonges de ceux qui ont le pouvoir de la parole, de ceux qui, d'en haut ou d'ailleurs, décident de truquer la réalité, de mettre au mot pour ne cacher le réel qu'ils décrivent et empêcher les citoyens de comprendre le monde tel qu'il est. Et oui, non seulement il faudrait des mobilisations, mais très sincèrement, je pense qu'il devrait y avoir des manifestations dans les rues en France pour dire « nous devons savoir ». Quelle que soit la couleur politique, c'est pas un débat idéologique ou partisan, c'est pas un débat de droite ou de gauche. La question, 2 plus 2 égale 4, ça n'a pas de couleur politique, ça. Et ça, c'est notre métier, c'est notre grammaire commune, c'est ce que nous offrons au plus grand nombre des citoyens pour faire société. Après, on peut avoir des interprétations différentes, ne pas être d'accord. Et quand il y a une telle attaque concertée, c'est pas nous que ça concerne. C'est vraiment pas nous que ça concerne, les journalistes. Ce sont les citoyens qui, eux, décident de l'avenir d'une nation. Et donc oui, il faut nécessairement, face à ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train de se passer, se bouger, je le crois. Bien. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé cette alerte. Rendez-vous sans aucun doute tout l'été avec nouvelles révélations, mais cet automne sur les mobilisations inévitables autour de ce thème, de cette liberté fondamentale.
vous le voyez sur votre écran, cette liberté ici et cette soirée n'a pu être possible qu'avec votre soutien. Alors c'est l'offre d'été justement de Mediapart, 3 mois pour 1 € seulement, profitez-en, soutenez-nous, abonnez vos amis, dites-leur de s'abonner, une presse libre et indépendante au service de ce droit de savoir et qui, vous l'avez vu ce soir, un de ses projets est d'être utile à l'ensemble de la profession avec un fonds pour une presse libre qui sera créé cet automne et qui sera au service de telles campagnes pour la liberté, l'indépendance, le pluralisme de l'information en France. Merci